Eh bien, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je dois vous dire que ça a été un plaisir de passer une journée complète avec vous. Je suis inspiré maintenant pour mettre en place de nouveaux projets visant à faire en sorte que les jeunes soient physiquement actifs. La présentation a déjà été faite. Je suis professeur-chercheur à l'Université de Sherbrooke. Je suis professeur d'un côté, j'enseigne. J'enseigne dans un programme de kinésiologie et j'enseigne aussi à des gens qui étudient en éducation physique et à la santé. J'enseigne principalement les cours en lien avec le développement moteur de l'enfant et de l'adolescent. J'enseigne aussi les cours en lien avec l'apprentissage moteur. Et comme professeur d'université, je ne fais pas juste enseigner, je dois faire aussi de la recherche. Et dernièrement, à l'Université de Sherbrooke, on a eu une très, très bonne nouvelle et vous voyez ça probablement en primaire. C'est la première fois que je l'écris sur une diapositive. Donc, je suis chercheur responsable de l'axe sur les stratégies d'intervention dans le cadre d'une chaire de recherche qui est financée par le gouvernement en partenariat avec l'Université de Sherbrooke. Donc, où il y a 1,5 million de dollars qui est déployé pour faire des travaux en lien avec l'adoption d'un mode de vie physiquement actif en contexte scolaire sur les 5 prochaines années. Souvent, on dit que les professeurs d'université, ils ont les pieds dans les nuages puis qu'ils ne sont pas sur la réalité du terrain. Moi, quand je dis que je m'intéresse aux stratégies d'intervention, je m'intéresse à ce que vous faites, vous, sur le terrain. Et ce que je cherche à faire comme professeur d'université, c'est documenter ce que vous faites, les différentes interventions. Et ce qui m'intéresse encore plus des fois, puis qui est difficile à faire comme intervenant de terrain, c'est de documenter les effets positifs de vos interventions sur le développement des jeunes, autant sur leur bien-être que sur leur pratique d'activité physique ou tout autre facteur qui pourrait vous intéresser puis que des fois auquel je n'avais pas pensé. Donc, je trouve ça très, très riche de pouvoir collaborer avec vous. Et aujourd'hui, j'ai vu plein de possibilités de collaboration. La seule difficulté, des fois, c'est de se retenir pour ne pas en faire trop. Puis je pense qu'il y en a qui savent de quoi je parle ici. Avant de débuter ma conférence, en fait, je m'étais dit, pour comprendre les effets du plein air, de comprendre ses bienfaits, l'idéal, c'est d'aller à l'extérieur. Donc, je vous propose d'aller à l'extérieur. Oups, ça a été trop vite. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent? J'avais comme idée ce matin, en arrivant, étant donné que je suis parti de Québec, de prendre une photo. Mais il y avait trop de neige. Mais je me suis dit, je suis sûr que je trouvais un décor inspirant. Il y en a un présentement, la neige a cessé. Mais j'ai pris une photo de Chicoutimi. En fait, c'est Chicoutimi, ça, qui est pris avec un angle particulier. Mais je vous présente cette photo-là, et vous ne le savez peut-être pas, mais dans les quelques secondes que vous avez commencé à la regarder, vous avez peut-être déjà une diminution du stress. Il y a des études qui montrent qu'en simplement montrant une image de paysage grandiose, on fait diminuer le cortisol, hormone qui est sécrétée en lien avec le stress. Simplement en montrant une image de l'extérieur, on a cet effet-là. Il y a un effet qui est aussi associé à la vue de paysage grandiose, qui est l'effet « ah » en anglais, que je traduis l'effet « wow » en français, mais qui est un effet qui existe depuis longtemps, mais qui a été documenté plus scientifiquement dans les dernières années et qui montre en fait que lorsqu'on se place dans des contextes, et la nature est un déclencheur de cet effet-là, lorsqu'on se place dans de tels contextes, on diminue le stress, on travaille sur, entre autres, l'estime de soi. Les gens qui se placent plus fréquemment dans ce genre de contexte-là sont moins stressés, ils ont un bien-être plus élevé que la population en général. Donc, aujourd'hui, ce que je veux vous montrer, c'est un peu, c'est quoi les effets de cette nature-là? Donc, ce que j'ai appelé le Green Power, comme le géant vert, ce que certains connaissent. Donc, le Green Power, c'est les effets de la nature. Et ce matin, vous avez eu une conférence, entre autres, avec les effets de la nature sur les jeunes. Je vous en sors ici quelques-uns que vous connaissez probablement déjà. Donc, effets positifs sur le sommeil, effets positifs sur le système immunitaire, amélioration de l'attention, amélioration du développement moteur, augmentation de la pratique d'activité physique. Et ça, je trouve ça extraordinaire. On veut faire en sorte que les jeunes soient actifs. On fait juste les prendre de l'intérieur, même quand on les prend dans un gymnase. On les prend du gymnase à l'extérieur et automatiquement, sans rien faire, on a une augmentation du nombre de minutes qu'ils font et une augmentation de l'intensité. C'est-tu pas merveilleux? Par contre, aujourd'hui, je ne vais pas rester sur les aspects généraux. Je vais essayer de vous amener en contexte scolaire, en contexte de classe, pour comprendre qu'est-ce qu'un enseignant
au final, peut faire avec sa classe, ou comment je peux, en 20 minutes, c'est tout un défi, là, mais comment je peux essayer d'outiller au maximum la communauté que vous êtes pour influencer justement nos écoles à adopter ces pratiques-là d'enseignement à l'extérieur. La recherche sur le plein air et la nature, parce que souvent, on ne parle pas nécessairement de plein air. Il y a différentes définitions et ça devient tout un charabia quand on regarde la littérature, de juste se faire une idée sur la définition de ce que c'est le plein air. Il y en a, c'est être en dehors d'un bâtiment, puis il y en a, c'est être en haut d'une montagne, qui est à peu près l'Everest quand ils la décrivent. Donc, il y a des continuums là-dedans qui ne sont pas faciles à décortiquer. Moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un continuum comme ça. On va partir de la classe et l'intérieur de la classe. Et il y a des études qui se sont faites sur les effets de la nature en classe. Un peu comme je viens de faire avec mon image, en fait. Ensuite, on va sortir dans la cour d'école, on va aller dans les parcs, on va se déplacer dans la nature ou les voyages d'expédition. Tout ça qui peut être fait dans un contexte scolaire avec des fréquences souvent un peu moins élevées. Donc, on voit que souvent la classe et l'école, la cour d'école, ça touche beaucoup de jeunes. Mais plus on s'éloigne, souvent on se rend compte, même dans les études, que ça touche de moins en moins de personnes et la fréquence de ces activités-là en plein air ou en nature est de moins en moins importante. Conséquemment, qu'est-ce qu'on voit dans la recherche? Bien, on n'a pas tant en classe, par exemple, parce que c'est un peu bizarre de faire de la nature en classe, mais à partir de la cour d'école, plus on s'éloigne du contexte scolaire, à proprement dit, moins les recherches sont fréquentes. Donc, c'est là que ça devient difficile aussi. Puis ce matin, on avait une belle conférence sur les voyages d'aventure. Ça devient difficile de documenter ce genre d'expéditions-là parce qu'elles sont très propres au contexte dans lequel elles se font. Il y a beaucoup de processus en amont, avant l'expédition, qui font en sorte que c'est des études qui sont extrêmement difficiles à faire pour documenter adéquatement les effets. Ce qu'il faut comprendre, puis je vous le présente globalement, puis ça déjà, je trouve que c'est un outil important à retenir dans les interventions qu'on fait en contexte de plein air. Ce qu'on sait, puis globalement à travers les études, c'est qu'il y a un effet de la durée. Plus longtemps je suis à l'extérieur, plus l'effet est important. Maintenant, plus j'y vais souvent, plus l'effet est important. C'est un peu comme la pratique d'activité physique, donc s'exposer au plein air. Et au final, il y a même un effet d'intensité. Il a été démontré qu'en fonction du couvert végétal, très peu dense, un arbre ou deux, versus en pleine forêt, ça n'avait pas les mêmes effets. Plus l'expérience est riche, par exemple au niveau du couvert végétal, au niveau de la diversité de la faune, de la flore, plus les effets sont importants. La chose que je voudrais que vous reteniez par rapport à ces trois facteurs modérateurs-là, c'est la fréquence. Et ça a été assez bien démontré. Puis des fois, on se dit, bien, on va faire une après-midi dehors avec les jeunes de 3 heures. Bien, ce qui a été démontré, c'est que de faire 6 fois 30 minutes, par exemple, ça a plus d'effet. Donc, pour durée égale, on est mieux d'y aller plus souvent, moins longtemps, et on va avoir des bénéfices qui sont supérieurs. Maintenant, enseigner en plein air, c'est souvent tout le monde la vision qu'on a. Il fait toujours soleil, ciel bleu. On a des environnements qui sont adéquats. Souvent, ça ressemble plus à ça, finalement. Donc, il n'y a peut-être pas tant de verdure que ça. On a une petite table avec un banc où seulement 3 élèves peuvent être assis en même temps. Mais, selon moi, ça n'empêche pas de le faire. Et même dans des conditions comme ça, on retrouve des bénéfices. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'empêcher, parce qu'on n'a peut-être pas ce milieu-là, d'aller à l'extérieur demain. Et non pas attendre qu'on rénove au complet notre cours d'école avant de dire « OK, là, j'y vais, puis je sors avec mes élèves ». Exploitons les ressources environnantes aussi, les parcs, les forêts, les ruisseaux. Ici, vous êtes pas mal équipés. À Sherbrooke, je suis chanceux aussi, mais j'ai visité des écoles où c'est pas évident. Où, lorsqu'on sort de l'école, on est sur un boulevard et en arrière, c'est vu sur d'autres maisons et un autre boulevard. Et ça devient un enjeu. Mais seulement que sortir à l'extérieur, ça a des effets positifs pour les élèves, donc gardez-le en tête. Enseigner en plein air, moi, je vois 2 grands axes. Et souvent, on se dit enseigner en plein air, qu'est-ce que je fais en plein air, qu'est-ce que j'enseigne en plein air? Bien, en fait, il y a 2 façons de le voir, puis il y en a qui vont dire, bien, moi, je ne connais rien au plein air. Le premier axe, c'est de le prendre simplement comme lieu d'apprentissage. Je continue à enseigner ce que j'enseignais auparavant, mais j'exploite ma cour d'école, les parcs publics, la forêt. Quand je fais ça, je crée un climat d'apprentissage favorable
à ce que j'enseigne aux jeunes. Et ça, on y reviendra tout à l'heure. L'autre axe, c'est d'utiliser l'environnement comme contenu d'apprentissage. Donc, l'environnement à proprement dit, donc on le sait, c'est important, la faune, la flore, sa diversité, et les arts, les mathématiques peuvent être facilement jumelés. Donc, on peut se servir de la nature autant comme lieu d'apprentissage que comme contenu d'apprentissage. C'est-tu pas merveilleux? Aujourd'hui, je vais vous parler des effets en classe. Je vais vous parler des effets de qu'est-ce qui se passe quand je sors avec ma classe à l'extérieur. Donc, c'est quoi la différence entre en classe et à l'extérieur? Je vais vous parler d'un effet aussi, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est allé à l'extérieur et on revient en classe. Une des craintes qu'on voit beaucoup, c'est quand on va être allé dehors, ils vont être tout excités, fait que quand on va rentrer en dedans, on ne sera plus capable de rien faire. Est-ce que c'est le cas? On verra. On va parler à l'extérieur, justement, l'effet d'intensité. Donc, je vais vous présenter une étude qui a évalué l'intensité de l'expérience vécue par des jeunes de 16-18 ans. Et je vais vous parler d'un autre exemple de l'école à l'aventure, donc lorsqu'on part en dehors du contexte scolaire. Vous êtes prêts à partir avec moi? Donc, la première étude que je vous présente, c'est une vue sur la nature. Donc, dans cette étude-là, ce qu'on s'est intéressé, c'est d'évaluer le bien-être et les résultats académiques de jeunes qui étaient dans des classes avec le même professeur, mais à des moments différents. Et dans le cas d'une classe, on avait une vue sur un mur de briques, et dans l'autre cas, on avait une classe avec une vue sur des arbres à l'extérieur. Et ce qu'ils ont montré, en évaluant les élèves sur une session complète, c'est que les élèves qui avaient vu sur la nature avaient un meilleur sentiment de bien-être et avaient de meilleurs résultats académiques à la fin de l'année. Et tout ça sans que les élèves aient été plus absents ou moins absents dans un groupe que dans l'autre. Donc, ce n'est pas dû au fait qu'il y en a qui ont eu plus de cours que d'autres. Donc, il n'y avait pas de différence au niveau de la présence en classe. Enseigner à l'extérieur. Dans le cas de cette étude-là, ce qui a été fait, pendant une période de 6 semaines, des enseignants ont enseigné à l'intérieur et à l'extérieur à leurs élèves. Ce qu'ils ont montré, c'est que les jeunes avaient un temps sur la tâche plus important que lorsqu'ils étaient en classe. En d'autres mots, je me concentre moins longtemps à faire ce que je suis en train de faire quand je suis en classe, alors que quand je suis en nature, je reste plus longtemps dans la tâche. C'est pourtant particulier, parce que moi, je vois des endroits où on veut construire des écoles puis pas mettre de fenêtres parce qu'on dit que ça va distraire les jeunes. Là, on les emmène dehors et ils sont moins distraits qu'à l'intérieur. Particulier. Une des raisons derrière ça, c'est que les environnements intérieurs, comparativement à ce qu'on pourrait penser, sont plus stimulants au niveau attentionnel que la nature. La nature, il n'y a pas de stimuli souvent importants qui se démarquent à travers les autres. Parfois un chant d'oiseau, mais c'est tellement un bruit qu'on va pouvoir appeler un peu comme le bruit blanc de la radio, qui permet en fait de se centrer sur la tâche davantage que d'attirer notre attention, ce qu'on retrouve souvent à l'intérieur avec notre cellulaire, le bruit de pattes de chaise, notre copain qui crie. Ça, à l'extérieur, c'est un peu noyé. Ce qu'ils ont montré aussi, c'est que les élèves avaient un meilleur sentiment de bien-être. Et pour les profs, ce qu'on a montré en plus, c'est qu'il y avait moins d'interventions à faire auprès des élèves. Ça devient intéressant. Comme prof, là, j'aime ça. Maintenant, cette étude-là, elle est vraiment géniale. Elle a été publiée dans une revue, nous on appelle ça avec des facteurs d'index, donc une revue très, très bien cotée, donc dans les très, très bonnes revues, parce qu'ils ont eu une étude qu'ils ont très bien organisée, et c'est souvent ça un peu le défaut quand on fait des projets où on veut mesurer, souvent on va regarder la rigueur scientifique de ces travaux-là. Donc eux, ils ont évalué pendant 10 semaines 2 enseignants qui ont décidé en alternance d'aller soit à l'extérieur, à l'intérieur, faire leurs cours. Donc, vous avez l'exemple de la classe, et ça, c'est tiré de l'étude. Vous avez le lieu d'enseignement extérieur. Et pour aller dans ce lieu-là, en fait, il y avait un petit 5 minutes de marche pour s'y rendre, ce que vous voyez ici. Ensuite, on pouvait enseigner, un petit retour de marche, et on prenait une pause par la suite. Eux, ce qui se sont intéressés, c'est vraiment de regarder ce qui se passait lorsque les élèves revenaient en classe. Est-ce qu'ils sont plus perturbés? Est-ce qu'ils sont plus agités? En fait, ce qu'ils ont montré, c'est que lorsqu'ils reviennent en classe, ils sont plus engagés dans les nouvelles activités qu'on leur propose que lorsqu'ils n'ont pas été à l'extérieur. Encore une fois, dans cette étude-là, ce qu'on montre, c'est que les intervenants, lorsque les jeunes reviennent en classe,
ont moins d'interventions à faire auprès des jeunes pour les ramener sur la tâche. Et ça devient extrêmement intéressant. Puis ils appellent ça le phénomène du flight, fuel in flight, ça veut dire faire le plein en vol. On peut, sans prendre nécessairement de pause, parce qu'on fait des apprentissages pendant l'avant-midi à l'extérieur, et quand on revient à l'intérieur, ils ont déjà refait le plein d'énergie pour se remettre dans une nouvelle tâche. Donc là, ça devient drôlement intéressant pour un enseignant que de pouvoir capitaliser même sur les effets que j'ai quand je sors à l'extérieur, mais même sur les effets que j'ai quand je reviens en classe. Donc là, c'est très intéressant. L'intensité de l'expérience. Dans cette étude-là, chez des jeunes de 16-18 ans, puis là, ce que je vous ai présenté à date, j'ai présenté vraiment pour tous les tranches d'âge. Je n'ai pas été dans le détail. En 20 minutes, s'il y en a qui ont des questions après, on pourra voir. Mais ça, c'est des 16-18 ans. Ce qu'on a fait dans cette expérience-là, c'est qu'on a décidé de placer les jeunes de façon aléatoire et de façon, ce qu'on appelle renversée, c'est-à-dire pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet qu'ils ont vécu cette tâche-là en premier par rapport à une autre. Un petit parc, un grand parc et une immersion en forêt pendant l'heure du lunch. Donc, ce qu'on leur faisait faire, c'est une pause d'1 heure pendant l'heure du dîner et on les plaçait dans 3 milieux. Chaque jeune vivait chacun des 3 milieux. Et ce qu'on montre, au retour, une augmentation des capacités cognitives dans des tests d'attention. Et là, c'est des tests d'attention très standardisés où on est capable de mesurer la capacité attentionnelle des jeunes. Ensuite, on a vu qu'il y avait une augmentation du bien-être des jeunes. Et on a vu, quand je vous parlais de l'intensité de l'expérience, des effets qui se maintenaient pour plus de 3 heures dans le cas de l'immersion en forêt. Encore une fois, très intéressant. Sortir du contexte scolaire. Ça, c'est un enjeu pour beaucoup d'intervenants et pour beaucoup de milieux. On le sait, il y a des coûts associés à ces activités-là. Et souvent, on se pose la question, bien, est-ce que ça vaut la peine d'investir de l'argent pour aller faire grimper des montagnes à des jeunes, pour aller leur faire faire une après-midi de vélo de montagne ou un voyage de canot-kayak? Et ça, je le sais, dans la littérature, puis dans ce cas-ci, cette revue de littérature-là, beaucoup de gens abandonnent rapidement lorsqu'ils veulent mettre en place ce genre d'initiative-là. Parce qu'il y a beaucoup de freins. C'est très difficile. Mais ce que la littérature nous montre, c'est que les jeunes qui participent à ces voyages-là ont de meilleurs succès académiques, ont de meilleures relations sociales. Et ça, les relations sociales, je n'en ai pas parlé beaucoup, mais quand on cherche à savoir, parce qu'on ne les comprend pas très bien aujourd'hui, les mécanismes qui expliquent pourquoi aller dehors, ça améliore. Mais une des hypothèses, c'est entre autres la possibilité d'avoir des relations sociales de qualité lorsqu'on est à l'extérieur. Et j'étais justement dernièrement à une conférence 100 degrés sur la cour d'école et il y avait des photos qui avaient été prises par les élèves. Et je pense que sur 90 % des photos, ce que les jeunes mentionnaient par rapport à leur cours d'école, c'était une possibilité d'être avec des amis, une possibilité de parler. Et ça, c'est très, très riche. Amélioration de la santé physique, amélioration de la santé mentale chez ces jeunes-là. Maintenant, ça a l'air beau comme ça, il y a quand même quelques défis. Quand je sors de mon école, puis c'est ça que je vois, je ne suis pas sûr que réalistement, je m'attends à voir ça du jour au lendemain. Par contre, il existe des ressources et il y en a qui décident de mettre la main à la pâte et de changer les choses. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais en même temps, vous pouvez commencer dès maintenant, même avec une cour comme ça. Sortez des coussins, sortez les chaises, c'est des choses qui sont possibles. Mettez les élèves à contribution. Un autre défi, on l'a vu tout à l'heure, la météo. Encore une fois, quand je trouve des images comme ça, c'est comme toutes des météos clémentes. Alors qu'en réalité, c'est rarement le portrait de la situation. Et rapidement, je pense qu'on a développé dans notre culture un goût par rapport au confort intérieur. S'il pleut, s'il fait chaud, s'il fait froid. Mais je vois des endroits où finalement, ils sont dehors à moins 20, moins 30, il pleut pas. La glace, la pas de glace, ça devient des enjeux, mais qui sont toujours surmontables. Je pense qu'il faut apprendre à justement prévoir un peu mieux comment on va s'organiser, comment on va affronter ces situations-là. Une chose est sûre, on ne changera pas la météo du Québec. Je pense qu'elle est juste là pour rester. Une autre chose,
ce qu'il faut garder en tête, puis ça a eu de l'air simple peut-être ce que je vous ai présenté depuis le début de la conférence, enseigner en plein air, ce n'est pas nécessairement ce qu'on fait avec notre ordinateur, puis dire drag and drop, du glisser-coller qu'on appelle. Donc, c'est pas prendre sa classe puis la mettre dehors. C'est un peu plus compliqué que ça quand même. Juste faire ça, par contre, ça peut avoir des effets bénéfiques chez les jeunes, mais ça peut faire en sorte que, comme enseignant, vous ne viviez pas nécessairement une expérience totalement agréable. Donc, il faut quand même essayer de s'ajuster, essayer de voir comment on va planifier ça adéquatement pour que les retombées souhaitées soient là chez les jeunes. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il y a des écoles qui le font. Et juste visuellement, une école qui part de ça, qui 2 ans après ressemble à ça, et 10 ans après ressemble à ça, bien moi, j'ai le goût d'aller à cette école-là. Moi, j'ai le goût d'étudier dans cette école-là. Ça se fait, et il y a des écoles qui le font, je le vois, et il y a des projets de recherche qui s'en viennent, dans mon cas, pour évaluer les effets de « on enlève tout le béton de la cour d'école », mais on va mesurer avant ce qui se passe avec ce béton-là. Et quand on aura tout enlevé le béton, puis on aura fait l'environnement plus nature, qu'est-ce qui se passe avec nos élèves au Québec? Il y a beaucoup de ressources à portée de main. Je ne vous les présente pas tous, mais j'en ai pris quelques exemples. 100 degrés, plein d'articles vraiment intéressants. Vous avez la Fondation David Suzuki qui présente des choses, enseigner, faire la classe sa nature. Vous avez même des leçons et des ressources pédagogiques qui sont offertes par la Fédération de la Fonte. Donc, vous avez déjà des leçons clés en main pour utiliser la nature comme contenu d'apprentissage. Au plein air, au Québec, on bouge au plein air. Donc, les études que je vous présente aujourd'hui, j'ai fait par exprès, je ne les ai pas pris celles qui étaient là-dedans. J'ai pris les plus récentes qui ne sont pas là. Donc, vous ne les retrouverez pas là. Mais en français, vous avez de la littérature scientifique dans ce document-là qui peut vous aider à appuyer vos interventions. Comment je m'y prends pour enseigner à l'extérieur? Là, ça devient la grande question. Et il me reste genre 4 minutes, donc ça ne sera pas facile. Prévoir. Et je vous dirais que dans beaucoup de projets, c'est prévoir les obstacles qu'on va affronter, souvent les réticences de direction d'école, les réticences de collègues, les réticences d'élèves, les réticences de parents, et prévoir d'emblée les solutions. Qu'est-ce que je vais mettre de l'avant par rapport à ces problématiques-là? Identifier. Et ce qui peut être intéressant là-dedans, souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on ne va pas dehors, c'est parce qu'on n'a pas identifié où on pourrait se mettre à l'abri, par exemple, où on pourrait se protéger du vent, où on pourrait se protéger de la pluie. Identifier les endroits qu'on va utiliser. Et ça, souvent, ce qui est gagnant, c'est de le faire en partenariat avec les élèves. Identifier où ils ont le goût d'apprendre. Dans ces conditions-là, ça devient gagnant-gagnant et pour l'enseignant et pour l'élève. Se renseigner. Au Québec, j'en vois plein d'initiatives. Le problème, c'est qu'on n'est souvent pas au courant de ce qui se passe juste à côté de nous. Un enseignant qui enseigne déjà dehors a souvent des bien meilleurs conseils que moi à vous donner. Moi, je défriche puis je vulgarise la littérature. Je n'enseigne pas en plein air. Mais je sais qu'il y a des enseignants qui le font. Je l'ai déjà vu. Donc, renseignez-vous, allez voir vos collègues. Il faut bien évidemment se préparer adéquatement. Je vous l'ai dit, c'est pas on prend notre classe et on la sort dehors. Prévoir qu'il va y avoir peut-être des moments agités à l'extérieur. Et souvent, certains commencent avec une activité pour brûler l'énergie des jeunes, pour leur permettre justement de laisser la nouveauté. Parce que la première fois que vous allez sortir, ils vont dire « Hey, c'est donc bien bizarre, on sort dehors puis on va avoir notre cours de maths dehors. » Fait que c'est sûr qu'ils vont être excités. Mais rapidement, quand vous allez le mettre à votre horaire, je vous rappelais la fréquence, vous allez le faire sur une fréquence régulière, vous allez avoir les bénéfices et tout ça va se placer. Ce que je souhaite, et aujourd'hui je l'ai entendu et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, je pense qu'il faut davantage se concerter collectivement. Peut-être que mon école n'a pas l'espace pour avoir une nature ou rebâtir sa cour d'école en conséquence. Par contre, je vois des concours aujourd'hui d'aménagement de parcs communs pour les écoles ou d'aménagement commun de cours d'école où plusieurs écoles, la communauté peut profiter de ces espaces-là. Donc, je souhaite que nos prochains parcs ressemblent à ça. Pour terminer, ce que j'aimerais vous dire, c'est sortez des sentiers battus. Cette expression qui dit « innovez, prenez des risques ». Mais plus précisément, ce que j'aimerais vous dire, c'est sortez de votre classe. Sortez de votre cours d'école, sortez dehors, enseignez la nature, enseignez dans la nature, profitez des bienfaits de l'extérieur. Merci beaucoup.